Il y a le premier tour et le second tour. Ce sont deux élections différentes en vérité. Beaucoup de respect pour tous ceux qui ont le courage de défendre notre statut sanitaire. Il est de mon devoir de maire de faire vivre le débat démocratique au Sable d'Olonne afin que les Sablais soient le plus nombreux possible à s'inscrire sur la liste électorale et à voter de manière éclairée au printemps prochain. Nous sommes fiers, heureux, profondément heureux et émus d'accueillir au Sable d'Olonne notre candidat. Merci pour votre ferveur et merci, cher Philippe, pour ton affection. Oui, j'avais hâte de venir sur cette terre dynamique, exportatrice, créatrice de richesses, de savoir-faire. J'avais aussi hâte de venir sur cette terre pleine de souvenirs. Il y a quand même une majorité, une très grande majorité de gens qui pensent que la France, elle est multiraciale, elle est multiethnique, elle est multiculturelle. Il y a toujours eu de l'immigration, c'est ce qui fait la beauté de la France, c'est notre richesse. On est toujours là, tant qu'elle est toujours en danger, on ne bouge pas et on reste là pour se battre, pour qu'elle reste là. On défend un symbole justement qui terrasse un dragon, donc du coup il n'y a pas à être effrayé de quelques dragons. Des menaces, je pense que j'en recevrai toujours et c'est pas grave, ça veut juste dire que je me bats. Merci pour les roses, merci pour les épines. D'abord l'enthousiasme, la chaleur, la ferveur même, je dirais. Ces gens qui sont venus me voir, qui sont venus nous voir, communier dans cette défense à la fois de la France évidemment et des traditions, des traditions enracinées dans cette Vendée millénaire qui ne veut jamais céder et qui ne veut jamais se coucher. Je trouve ça assez beau, je trouve ça... vous savez, j'ai grandi dans sur les Vendéens qui étaient des géants de l'histoire, le mot de Bonaparte d'ailleurs lui-même, qui disait que c'était des géants et des héros, donc moi ça m'est resté, et alors évidemment après j'ai rencontré mes amis Philippe, Patrick, qui m'ont conforté dans cette image que j'avais gardée de mon enfance et de mes livres d'histoire, et donc quand je viens ici, je sais où je mets les pieds, voilà, et j'ai pas été déçu. La Vendée, c'est une terre qui a été fracturée, qui a été écrasée, accablée. La Vendée aux lèvres closes, scellée d'un signe de croix, et qui s'est relevée, et qui, en forme de récompense pour les souffrances subies, a offert à la France deux vainqueurs de guerre mondiale au XXe siècle. Donc ça veut dire qu'un pays peut se fracturer, un pays peut se déchirer, mais s'il garde le principe de la fierté et de l'unité française, que veut faire Éric Zemmour, alors il peut se redresser. Et donc la Vendée est une sorte de parabole, une métaphore de la France. Oui, très heureux parce que Éric et Philippe, c'est toute une histoire, c'est pas simplement une histoire politique, c'est l'histoire d'une amitié, d'une connivence, de convergence. Nous avons fait la même analyse depuis 20 ans ou 25 ans, nous nous battons contre les mêmes adversaires. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir dans cette campagne électorale, une campagne électorale, c'est un révélateur. C'est un bas révélateur, on voit les visages, les masques tombent. Et on voit quel est le camp de la haine, formidable. On le voit à l'œuvre, par exemple, dans l'action des petits comités qui prétendent éradiquer le passé non seulement du département, mais de la civilisation française, de la chrétienté, c'est ça. C'est une civilisation, c'est celle qui a apporté sans doute le plus à l'humanité, c'est la raison pour laquelle elle est supérieure à toutes les autres civilisations. Et nous nous sommes retrouvés autour de ces valeurs, de cette même conception de l'histoire de France, et nous avons en face de nous des gens qui sont des fanatiques et des sectaires, qui sont le parti de la haine finalement. Et les soi-disant libérateurs de l'humanité, on les a vus à l'œuvre pendant 2 siècles, n'ont fait que de la couvrir de chaînes, alors que les bourreaux qu'ils désignaient étaient en fait ceux qui cherchaient à la sauver.
Et on voit aujourd'hui se renverser le rapport de force qui contraint l'adversaire, l'ennemi, je veux dire, à montrer son vrai visage, qui est celui de l'intolérance, de la haine, du sectarisme, du fanatisme. Éric Zemmour est en train d'en faire la cruelle expérience durant cette campagne et il l'affronte avec beaucoup de courage. Je pense, comme Philippe l'a dit, en 2017, c'est la gauche hors les murs qui a gagné. Donc en 2022, c'est la droite hors les murs qui va gagner. Je pense que nous n'avons jamais été aussi proches de cette victoire parce que les électeurs de droite et du Rassemblement national en ont soupé des vieilles injonctions, de ceux qui nous demandent et exigent de nous des certificats de républicanisme et qui surtout soumettent la fausse droite, celle qui est toujours alliée avec le centre, celle qui se soumet toujours au centre et qui est incarnée aujourd'hui par Valérie Pécresse, ils font injonction de ne pas s'allier à des gens qui sont aussi de droite, qui sont aussi respectables qu'eux, qui veulent la défense de la nation et de son identité. Et moi je pense que ça fait des années que nous avons effectivement observé cette situation, que nous avons essayé chacun de notre côté de l'affronter et de la briser, et qu'aujourd'hui nous sommes ensemble parce que jamais nous n'avons été aussi près de réussir ce pari qui est rassembler enfin cet électorat que on va appeler l'électorat populaire et l'électorat que moi j'appelle de la bourgeoisie patriote. On pourra appeler d'autres façons, qui s'est bien exprimé ici au Sable d'Olonne, vous voyez, avec la défense de la statue Saint-Michel. Tous ces gens qui veulent défendre, et toute cette jeunesse, tous les gens qui veulent défendre la France, sa tradition millénaire, le fait que c'est une terre chrétienne, etc. Vous voyez, tout ça ensemble, et c'est pour ça, je pense que on est réunis, car nous avions raison, on peut le dire sans forfanterie, et de plus en plus de gens le comprennent et nous suivent dans cette aventure. Et je pense que c'est le moment idéal. En 2015, quand on se réunissait à la Rotonde, un jour, Patrick, ici présent, a inauguré une expression, la droite hors les murs. À l'époque, c'était impensable. Il y avait les partis politiques. Il n'y avait pas la droite hors les murs ou la gauche hors les murs. Et puis voilà qu'on se retrouve et que la droite hors les murs est incarnée par l'un de nous. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi c'est Éric Zemmour qui est le meilleur président de la République pour l'époque que nous vivons. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut un président qui ait le sens du temps long, de l'histoire. Pas un mandat, pas le marketing, pas l'instant, l'histoire, la longue histoire. Le grand remplacement, parce que c'est ça la question. Est-ce qu'on va être remplacé? Est-ce qu'on accepte d'être remplacé ou pas? Il y a ceux qui acceptent d'être remplacés, ceux qui n'acceptent pas d'être remplacés. La bourgeoisie mondialisée qui accepte d'être remplacée, Macron, et le peuple qui ne veut pas être remplacé, parce qu'on est chez nous. Et la deuxième chose importante, que j'ai jamais dite, que je vais vous dire maintenant, c'est que nous, on le connaît, Patrick et moi. Il a la trempe. Vous savez ce que c'est la trempe? C'est le caractère. C'est-à-dire le mec qui ne tremblera pas. Parce que on a des gens qui singent nos idées. Ça fait des années, des décennies qu'on se fait avoir, qu'on est les cocus de la politique, de la droite française, la soi-disant droite qui dit « Vous verrez quand je serai au pouvoir » et puis il se passe rien. Donc ça va être pareil. Donc lui, non, il ne reculera pas. Sa main ne tremblera pas. On le connaît, il a le caractère, il a la trempe. Il faut un président qui ait le caractère et la trempe, au sens où Solzhenitsyn disait « Retrouvez, si vous voulez sauver la France, le courage français ». C'était mieux avant. Il y a une fausse conception de la tradition. On croit que la tradition, c'est le passé. Non, la tradition, c'est ce qui est vivant en nous. C'est ce que nous avons conservé. C'est notre mémoire, c'est notre histoire, c'est tout ce qui fait partie de notre culture. Donc le « c'était mieux avant » renvoie effectivement à une époque où les Français avaient conscience d'appartenir à une communauté, avaient un sentiment d'appartenance. Le grand projet politique, il est là.
Refaire société, c'est redonner aux Français le sentiment d'appartenance à une communauté, que ce soit la famille, que ce soit le village, que ce soit localement. Et c'est l'enjeu politique principal des années qui viennent. Et effectivement, si on place l'enjeu de la présidentielle au niveau du débat politicien, on n'a rien compris, on passe à côté de la réalité. Il faut effectivement, comme le disait Philippe, avoir en tête le temps long de l'histoire. Ce qui s'est passé ces 20, 30, 40, 50 dernières années, si on ne fait pas le diagnostic du processus qui nous a amené à cette situation, on ne risque pas d'avoir les remèdes. Voilà. Et le remède, c'est pas être tourné vers le passé, c'est prendre dans le passé ce qui est resté vivant en nous et dont on sait expérimentalement, ça s'appelle l'empirisme organisateur, je crois, qu'on sait expérimentalement ce qui a fonctionné et ce qui ne fonctionne pas. La souveraineté populaire, c'est elle qui fait la loi. La démocratie, c'est par la souveraineté populaire. Ce n'est pas par le droit. Le droit, on le change. Quand la souveraineté populaire le décide. C'est ça le principe même de la démocratie. Mais on ne comprend plus cela aujourd'hui. Donc là, en l'occurrence, en plus, si vous voulez, cela vient s'entrechoquer avec les vieux souvenirs, les vieilles histoires, le fait que il y a toujours eu, au début du XXe siècle, c'est là, à côté de cette statue Saint-Michel, qu'il y a eu des expulsions de congrégations par le régime de la Troisième République, qui a martyrisé les catholiques au début du XXe siècle. Et ça, on ne peut pas éviter ce vieux souvenir. Et donc, en plus, je pense qu'il y a, vous savez, le problème, c'est qu'il y a des vieilles querelles qui se branchent sur des nouveaux enjeux. Les vieilles querelles, on voit bien, c'est le dernier carré des laïcards qui veut absolument éradiquer toute présence chrétienne et qui sort de vieux combats qui sont complètement dépassés au temps où l'Église était puissante. Tout ça n'existe plus. En revanche, ces laïcards ringards sont les idiots utiles des nouvelles menaces. C'est-à-dire ce qu'on appelle la culture woke, c'est-à-dire l'islam. Et ces laïcards sont vraiment les idiots utiles de ces gens-là. Et donc nous devons absolument lutter contre ces gens-là pour avoir l'efficacité dans notre combat pour défendre et sauvegarder l'identité française. Et l'identité française, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou non, a ses fondements dans le catholicisme. C'est comme ça. Et c'est pour ça que la France est grande d'ailleurs. Donc nous devons absolument défendre cela et défendre, dans le cadre de notre défense de l'identité française, on doit défendre donc le catholicisme et la statue de Saint-Michel. Voilà. Il y a 3 positions possibles. La première, il y a ceux qui veulent réformer la France, comme dans les années 70, mais il n'est plus temps de la réformer. Il y a Éric qui veut la sauver, faire sauver l'essentiel. C'est une question de survie. La survie, c'est au-dessus de la santé. L'identité, au-dessus du sanitaire. On en est là. Et puis ensuite, il y a ceux qui veulent la dissoudre. Macron et sa bande. Donc il y a un choix à faire. Et en fait, je pensais à la chose suivante. Depuis des années, et spécialement maintenant, chacun reconnaîtra les siens. Il y a ceux qui nous ont mis au bord de l'abîme, et ce sont ceux-là qui aujourd'hui nous font signe pour retenir notre épaule au-dessus du vide. Ils ne sont pas crédibles. D'abord, le vocable de droite, vous savez, il faut balayer les vieilles classifications, celle par exemple de René Raymond, il met parmi la droite ce qui était des droites par positionnement, des droites opportunistes. Les libéraux par exemple se sont retrouvés à droite parce que avec Thiers ils se sont opposés à la commune, au peuple, mais en fait il n'y a pas 3 droites, c'est pas vrai. Il y a des droites qui ont été des gens de droite par leur positionnement sur l'échiquier politique, mais qui ne se réfèrent pas à ce que sont les valeurs de droite, l'enracinement, la tradition, etc. Alors, cette inflation de candidatures, comme vous dites, bien, on peut considérer que, d'abord, attendons de voir quel sera le résultat
du premier tour. On peut considérer que c'est dommageable, mais c'est aussi la possibilité d'élargir le spectre. Vous voyez, je pense que par exemple aujourd'hui aucun candidat n'arriverait à totaliser ce que Éric Zemmour et Marine Le Pen rassemblent comme électeurs. Ça veut dire que ça dégage des perspectives de stratégie politique, si vous voulez, même si ça peut avoir, sur le moment, semble-t-il, des inconvénients. Et aujourd'hui, dans un contexte où on nous dit que l'élection de Macron, ce que je ne crois pas un seul instant, est joué, que se prépare pour lui un triomphe d'impérator romain, l'importance, c'est la campagne, c'est-à-dire le débat des idées, c'est ce qu'on met sur la table. La politique, elle évolue parce que le débat évolue. Et lorsque les marqueurs et les curseurs se déplacent, eh bien là, on sait que la victoire idéologique, la victoire culturelle est proche et qu'elle va précéder la victoire politique. Alors quand aura lieu la victoire politique, on ne le sait pas. Mais le débat idéologique, le débat culturel, c'est-à-dire la qualité, l'intensité, les thèmes mis dans la campagne sont essentiels pour les années qui viennent. Elle préempte finalement le rapport de force qui sortira de l'élection. Donc on peut voir des inconvénients, cette multiplicité des candidatures, on peut voir aussi des avantages, effectivement, de contribuer à cette pluralité des propositions et en même temps à ces avancées idéologiques que permet seule une campagne électorale. Vous savez, c'est comme ça. Une campagne, elle débloque... oui, c'est le bon révélateur, l'exemple de la vieille photo argentique est le bon. Tout ce qui était latent dans la société apparaît à l'occasion des campagnes présidentielles. Tout ce qui n'a pas à l'occasion de s'exprimer. Et évidemment, après, ça reconfigure et ça reformate le rapport de force politique. Mais il faut la campagne. La campagne, c'est une probation, c'est une ordalie. C'est ce qui permet de comprendre ce qui bouge dans les tréfonds de la société. Et on voit bien ce qui est en train de bouger. Et évidemment, ce n'est pas favorable à la gauche, au wokisme, au progressisme. Et on voit bien que nous sommes à la fin d'un cycle. Alors nous sommes dans la temporalité humaine, nous voulons la solution tout de suite. L'homme providentiel qui va nous sauver. Alors peut-être existe-t-il, peut-être va-t-il venir, peut-être même est-il en route. Mais il faut voir, le plus important, c'est qu'il y a des candidatures qui symbolisent la fin de cycle. Là, je crois que nous arrivons à la fin d'un cycle de 2 siècles, voilà, quand les inventeurs de l'esprit critique, tournés, vous le savez, contre l'Église, les Lumières, en sont à renier leur outil même, parce qu'ils les mettent dans une situation d'incohérence et de contradiction qui n'est plus tenable, vous dites qu'un cycle historique se termine et qu'un autre commence, et c'est peut-être ce que signifie la candidature d'Éric Zemmour. Le seul qui dit la vérité sur l'avenir, c'est Éric Zemmour. Pourquoi ? Parce qu'il voit le danger du grand basculement vers l'islamisation de la France. C'est une société qui perd ses souvenirs, son art de vivre, ce qui fait la nation. Voilà. Et le seul qui dit ça, le seul qui ose dire ça, alors c'est difficile à faire comprendre. Et pourtant, c'est visible à l'œil nu, c'est le grand remplacement. Est-ce qu'on va être remplacé ou pas ? C'est ça la seule question. Alors, la droite qui dit ça, c'est la droite d'Éric Zemmour, celui qui dit ça. Et c'est pour ça que j'ai pour lui admiration, affection, comme Patrick. Bon courage, il faut le dire. Et il y a 60%, 70% de Français en fait qui pensent ça. D'abord, je voudrais tordre le cou à un mythe. Les candidatures uniques ne gagnent pas forcément et les candidatures multiples ne sont pas forcément synonymes de défaite. C'est même dans l'histoire de la Ve République l'inverse. Je peux vous donner un exemple très simple. À gauche, François Mitterrand est candidat unique de la gauche en 1974, il perd. François Mitterrand est candidat au milieu de 5 autres candidats de gauche en 1981, il gagne. Jacques Chirac en 1995, de l'autre côté de l'échiquier, il n'est pas tout seul, au contraire. Il y a Édouard Balladur, il y a Philippe ici présent, il y a Jean-Marie Le Pen, et qui gagne ? Qui sort premier ? C'est le candidat socialiste, Lionel Jospin. Jacques Chirac est deuxième, mais qui gagne l'élection présidentielle ? Jacques Chirac. Donc tout ça, c'est une reconstruction de l'histoire. Il n'y a pas, et deuxièmement, il n'y a pas de candidat, légitime par essence. L'élection présidentielle, ce n'est pas les élections des partis politiques. Ce n'est pas parce qu'on a un parti politique dont on a hérité, ou un parti politique qui est là depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, qu'on est obligatoirement légitime pour l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, selon la fameuse formule gaulienne qui a tant servi, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Donc personne ne fait le jeu de personne, mais personne n'a une légitimité supérieure à l'autre. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a le premier tour et le second tour.
Ce sont deux élections différentes en vérité. Le premier tour cherche à choisir les meilleurs candidats. On vote pour ses convictions. C'est là qu'il faut voter. Il n'y a pas de vote utile. Le vote utile, c'est pour le second tour. Là, aujourd'hui, de toute façon, on doit choisir le candidat qui est le plus proche de vos idées, de nos idées. Et je pense que c'est moi qui incarne cette droite de conviction et de défense de l'identité nationale. Voilà. Tout le reste, c'est du calcul politicien qui ne me concerne pas, qui ne concerne pas les Français et qui ne concerne pas l'élection présidentielle.